Bonjour Stéphane Bélanger. Merci d'avoir participé au numéro de la pensée qui vient de sortir, qui est le numéro 413, dont le dossier s'appelle Relativisme, raison gardée. Alors votre article n'est pas inclus dans le dossier, mais il y fait grandement écho puisqu'il porte sur la question de la causalité, de la question de la nécessité pour expliquer les changements en histoire. Et notamment les conséquences dans l'enseignement de l'histoire tel qu'il a lieu aujourd'hui dans l'enseignement secondaire. Alors, première question, votre article porte sur les conceptions d'histoire qui trament l'enseignement de cette discipline et les graves problèmes que pose l'abandon de la causalité. Pouvez-vous lister les grandes lignes de votre argumentaire que les lecteurs pourront retrouver en détail dans votre texte? Alors, pour faire vite, hein, pour ne pas reprendre tout ce que j'ai écrit, on va dire en gros que les écoles historiques se divisent en gros en deux tendances. On a des écoles historiques qui admettent la causalité, hein, dans l'histoire, dans ce qu'on appelle l'historiographie, la façon d'écrire l'histoire, c'est-à-dire qui acceptent l'isolement des faits dans un premier temps, leur mise en articulation dans un second temps pour offrir ce qu'on appelle un schéma explicatif. Et puis après, on a des écoles historiques anticausales, c'est-à-dire comme celles qui prévalent d'ailleurs depuis les années 1970-1980, c'est-à-dire avec un relativisme dans les sciences sociales marqué, le poids du structuralisme et la référence à des schémas narratifs plutôt que des schémas explicatifs. Et ça, c'est une évolution qui a été imposée par la pensée dominante libérale, voire néoconservatrice, hein. Ça rythme les grandes évolutions idéologiques ou anti-idéologiques. Et le problème, et c'est ce que j'explique, c'est que cela conduit à une histoire statique, à une histoire culturelle patrimoniale qui préfère présenter les caractéristiques d'une période plutôt que ses origines ou ses causes. Donc qui préfère identifier plutôt qu'expliquer, qui s'interdit le pourquoi, qui va réintroduire les grands hommes au détriment de l'histoire sociale, par exemple, faute de mieux et par besoin d'incarner. Et donc, c'est de l'histoire par en haut plutôt que par en bas. Et c'est un caractère très problématique et qui reste encore marquant, qui a beaucoup marqué la discipline et qui la marque encore. Alors, vous prenez particulièrement l'exemple de l'enseignement de la question de la Révolution française pour montrer les dangers de cette dérive relativiste. En quoi cet exemple est-il emblématique de ce qui se joue? Alors, il est emblématique en ce sens que la Révolution, c'est un enjeu à la fois historique, mémoriel et national, hein. C'est la matrice de notre histoire contemporaine, c'est le point de départ de la République pour ce qui concerne la France. Et donc, par conséquent, je dirais qu'elle est l'objet de convoitises, hein, à la fois de la part de la sphère politique, mais même au-delà. Et elle a souffert, alors pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Parce qu'elle a souffert justement de façon très marquée de cette remise en cause de la causalité, notamment dans les années 90, 2010. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours 10 années de décalage à peu près entre la recherche universitaire, l'influence des chercheurs, et puis la traduction, la diffusion dans le secondaire. Donc, on va dire que dans les années 70-80, on a eu cette remise en cause, mais c'est surtout dans les années 90-2010 qu'elle va apparaître dans l'éducation nationale, notamment dans les programmes du secondaire. Et notamment lorsque les écoles anticausales telles celles de François Furet ont irrigué le secondaire avec par exemple l'occultation de la crise d'Ancien Régime comme élément de causalité des événements révolutionnaires de 1789. Et moi, je l'ai vécu cette période, hein, dans mes débuts de métier, puisque c'était les années 90, enfin la fin des années 90 et mes débuts dans l'enseignement. Et je me souviens d'un tuteur, d'un inspecteur qui me disait, attention, méfiez-vous de la causalité, elle a mauvaise presse. Ou alors, subterfuge hypocrite, il me disait, parlez plutôt des origines, hein, ça passera mieux. Et puis, à un moment donné, on se rendait compte que finalement, il ne voulait pas que l'on aborde les questions de causalité en disant pourquoi les causes. On est sûr de rien, donc sous-entendu qu'on est sûr de rien, et évitons cette recherche. Et je dirais qu'aujourd'hui, les choses ont un peu évolué, j'en parlerai un peu plus, mais les choses ont un peu évolué. La crise d'Ancien Régime, par exemple, est de retour, mais c'est récent. Dans les programmes de lycée de 2019, elle apparaît notamment en fin de classe de seconde, ce qui permet, quand les élèves démarrent en première, directement sur la Révolution française, si le professeur a été au bout de son programme de seconde, qu'ils aient quand même connaissance de l'arrière-plan dans lequel les événements révolutionnaires se développent. Alors,
Votre article propose également une piste pédagogique pour remédier à ce problème et essayer d'enseigner la causalité. Qu'est-ce que les lecteurs de l'article dans la pensée découvriront? Alors, je dirais que dans un premier temps, la profession a résisté. Il ne faut pas croire que la profession a accepté ce qui lui était imposé d'en haut. Moi, par exemple, j'ai le souvenir d'une université populaire il y a quelques années avec Claude Mazuric, qui est un historien de la Révolution française, qui est un élève d'Ernest Soboul et même collègue de Michel Beauvel, et qui disait à l'assistance qu'il avait fallu quand même près de 20 ans, il disait ça il y a quelques années, hein, il avait fallu près de 20 ans pour réussir à soulever la chape de plomb, déjà au niveau de l'université, imposée par l'école de François Furet. Hein. Donc, la profession a résisté, mais ça a mis du temps et on commence tout juste à voir apparaître, tout juste, ça fait quelques années déjà, à voir apparaître, je dirais, la remise en cause de cette interdiction morale de réfléchir de manière causale. Et puis, l'une des pistes que j'amène hein, pour remédier donc à cette carence, c'est le développement de ce qu'on appelle l'histoire contrefactuelle, qui était jusqu'ici tabou. Hein. L'histoire contrefactuelle, qu'est-ce que c'est? On dit contrefactuelle parce que c'est une autre façon de repenser les enjeux de la causalité, en ne s'interdisant pas, par exemple, une analyse des multiples possibilités d'un événement ou d'une bifurcation pour dégager différentes causes, les hiérarchiser, en assumant l'incertitude, mais à rebours des préconisations qui nous disaient, surtout n'en parlez pas, les préconisations nous disaient ne hiérarchisez pas les causes, on ne sait pas d'ailleurs ce qui est véritablement une cause, ou alors si c'est quelque chose, on va dire une cause profonde, ou si c'est accidentel, par exemple, donc par conséquent, n'en parlez pas. Au contraire, on voit des chercheurs, par exemple, comme Kenneth Pomezan, qui est un spécialiste de l'histoire mondiale, qui n'hésite pas, lui, dans ses derniers ouvrages, à comparer, par exemple, le développement de l'économie chinoise et britannique au XVIIIe siècle, pour expliquer pourquoi, pour émettre des hypothèses sur le pourquoi l'une va déboucher l'économie britannique du XVIIIe siècle sur le take-off et l'industrialisation, et pas l'autre, alors qu'au XVIIIe, elles étaient à peu près à égalité de développement. Donc, c'est une démarche qui permet de poser des questions, mais en assumant l'incertitude, c'est-à-dire en ne disant pas ça s'est forcément passé de cette façon-là. Parce que le principal procès qui a été fait à la causalité, c'est d'aller vers un schéma déterministe. Mais ce que font aujourd'hui un certain nombre de chercheurs, c'est que sans pour autant céder au déterminisme, ils s'interdisent pas de réfléchir en termes de causes et de les présenter dans leur grande diversité pour donner tout simplement des schémas explicatifs et permettre de penser et pas simplement d'avoir un survol de l'histoire. Merci beaucoup. Ben, j'en profite Merci. pour expliquer aux lecteurs de la pensée que dans le même numéro, ben, il y a d'autres articles auxquels le vôtre fait grandement écho sur la question de la causalité, de la nécessité, de la critique de ce qui est devenu un poncif, la soi-disant réversibilité, où on pourrait forcément revenir en arrière en histoire comme si de rien n'était. Donc, notamment dans les articles de Romain Pudal, de Christophe Darmanja et de Eric Hobsbawm, que nous avons le plaisir de republier. Merci Stéphane Bélanger, à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.